Donc, ce que nous allons faire dans ce panel, c'est tout d'abord vous présenter des objectifs. Il y a énormément de diversité dans ce panel, comme on l'a entendu de Jean-Luc. Donc, beaucoup de perspectives sur l'investissement d'impact et comment gagner de l'argent et générer des bénéfices. On veut également se concentrer sur les preuves que vous pouvez gagner de l'argent et générer des bénéfices. On n'a pas beaucoup de chiffres, mais on a au moins des anecdotes, des histoires à vous raconter. Surtout et avant tout, on veut que ça reste pratique, qu'on reste garder les pieds sur terre pour les investisseurs. Donc, on va parler de comment on peut inclure ces objectifs d'investissement d'impact à tous les niveaux, du sourçage, due diligence, création de valeur et surtout et avant tout, des sorties responsables. Alors, quand vous voulez sortir d'une entreprise, comment protéger cette mission que vous avez tellement travaillé, sur laquelle vous avez tellement travaillé? On va également parler des coûts de la mise en œuvre. Et avec tous les reportages, toutes les métriques, etc., il faut bien garder à l'esprit qu'en tant qu'investisseur, notre première responsabilité est d'investir, pas générer des tâches administratives pour les autres. Donc, on va parler un peu des questions sur ce qui est le plus important. Et enfin, pour vous parler d'un facteur très important, les bénéfices pour les communautés locales dans lesquelles nous investissons. Qu'est-ce que nous faisons pour la pauvreté rurale, pour le développement économique? Jean-Michel a dit ce matin de comment est-ce qu'on peut augmenter ces taux de croissance. Alors ça, c'est l'objectif pour notre table ronde. N'hésitez pas à poser nous des questions quand vous le souhaitez. Mais je voulais juste souligner un peu de la diversité parmi les membres du panel. Et ça, on le verra plus en détail. Mais Vivina va nous parler non seulement d'un fonds et aussi d'un commanditaire. Le reste d'entre nous sont des partenaires généraux. Alors, certains d'entre nous se connaissent depuis de longues années. Jam a vu l'évolution, même si ce n'était pas de l'investissement d'impact. Pas seulement en Afrique, mais aussi des investisseurs mondiaux qui travaillent sur les marchés de la frontière. Et peut-être qu'ils s'occupent de questions qui ont un peu plus d'impact. Laurine, beaucoup d'entre vous la connaissent de Proparco, pourra nous apporter un éclairage sur une tendance très importante. Parce que, au fur et à mesure que les gens sortent des institutions pour le développement, qui sont essentielles pour le développement en Afrique, elle va nous parler d'une spin-out d'une DFI en Afrique. Et une autre, Jet and Equity, et moi qui travaille pour la Private Equity Association pour inclure la dette, le crédit mezzanine. Donc, je pense que vous entendrez ce qu'ont à dire plusieurs des membres de notre panel. On va voir un peu comment promouvoir la croissance. Et Paul, qui est investisseur d'impact de date, même s'il refuse cette appellation. Vous travaillez depuis 1982 sur ces questions, non seulement les énergies renouvelables, mais aussi la santé, le logement, l'éducation au Ghana, Kenya, Zimbabwe. Et on entendra également cette histoire de la dette et des fonds propres et du capital. Et Martine, nombreux d'entre vous connaissent Martine, qui a longtemps travaillé avec les DFI, CDC, DID et la Banque de développement africain. Banque africaine de développement, mais avec un nouveau fonds, Moringa. Et vous savez tous d'où vient le nom, mais bon, Marie-Étienne nous en parlera un peu plus. Non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine.
Et on va se concentrer sur un segment différentiel des autres panélistes. Je travaille dans les forêts, les petites exploitations agricoles, entre autres. Donc ça vous donne une petite idée de la diversité, des perspectives tellement différentes que nous avons. Et maintenant, je voudrais que chacun des membres du panel passe juste quelques minutes à nous présenter, nous dire pourquoi ils ont choisi de chercher des retours financiers ainsi que des bénéfices sociaux et environnementaux. Et comment ils le font? Juste pour mettre l'accent là-dessus un peu. Alors, Martine, vous allez commencer, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Pat. Bonjour à tous. C'est très agréable d'être ici aujourd'hui avec Moringa. Nous avons une stratégie bien spécifique, l'agroforesterie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, on plante des arbres, des céréales, et puis voilà, on travaille avec les deux. On pense que c'est une manière très efficace d'investir dans la terre. Ce sont des investissements qui s'appuient sur la terre. C'est une manière d'atteindre des objectifs financiers, tout particulièrement la diversification qui est présente dans les marchés où l'on vend des aliments, de la biomasse, on vend du bois également, et on veut également atteindre nos objectifs environnementaux et sociaux. En associant les bons arbres et les bonnes cultures, on a une véritable synergie. On a également une vision qui comprend l'association des petits propriétaires terriens avec beaucoup de notre emploi. Nous atteignons ainsi l'objectif, l'impact social de nos investissements par l'inclusion de petits propriétaires terriens. Nous leur permettons de gagner leur vie, nous leur donnons un accès à des revenus plus diversifiés, plus stables au fil des années. On pense que c'est une manière intéressante d'investir en utilisant la terre. Donc, ce n'est pas la seule manière, mais on pense que c'est une bonne manière. Donc, nous travaillons là-dedans pour atteindre 3 objectifs. Une des questions posées par Pat est justement la question de savoir comment avoir autant cette question financière et d'impact. On essaie de prendre les deux en compte. On prend les deux en compte, on pense qu'ils se renforcent l'un l'autre. Donc, ce n'est pas juste une question de s'occuper de choses par ici, par là. Non, au contraire, on pense que les deux se renforcent l'un l'autre. On est pile au milieu des 2 objectifs clés. Et on travaille en Afrique subsaharienne, en Amérique latine. On a des affaires entre 5 et 10 millions d'euros. Nous avons environ 70 millions d'euros. Pour l'instant, nous aurons une clôture d'ici peu pour mettre en œuvre notre nouvelle stratégie. Nous avons eu notre première affaire en en Amérique latine, sur le café. Et nous, dans notre portefeuille d'investissement, nous avons un retour d'environ 22%. Nous avons des mesures de benchmark et des impacts sociaux également. Merci beaucoup. Vivina, je sais que vous avez des questions très affirmées, des points de vue très affirmés sur la question. Veuillez nous expliquer pourquoi. Je pose que la première question que vous avez posée était la question du pourquoi. Et juste pour partager quelque chose de personnel avec vous, j'ai travaillé pendant 15 ans à Londres dans ce que j'appelle le côté de la force obscure. Je travaillais pour Mary Lynch et Gardmore. On investissait dans des fonds privés comme Carlyle, Walbos Pink, entre autres. Donc, je pense que si on a appris quelque chose, malheureusement, je ne pense pas qu'on ait appris grand-chose de la crise de 2008, c'est que la manière dont les investisseurs abordent les investissements rien que pour le profit et l'utilisation excessive de leviers nous a fait nous lancer sur une voie bien dangereuse. Et à cette époque, j'ai décidé de changer, de rejoindre Sarona. Comme le dit Pat, Sarona est un fonds de financement avec des capitaux privés. On se concentre exclusivement sur les marchés émergents et exclusivement sur
les PME en croissance. Jean-Michel Severino parlait des PME comme étant de très petites entreprises. Il parlait d'accords entre 50 et 100 000, peut-être jusqu'à 1 million. Et je pense qu'il faut faire des arbitrations. Il faut trouver un équilibre entre l'impact et les retours financiers. Mais ce n'est pas ce que fait Sarona. Nous pensons qu'il n'est pas possible, mais qu'il est même prouvé que si on investit, c'est ce que disait Martine d'ailleurs, on peut trouver des entreprises qui sont en pleine croissance. On peut investir entre 5 et 25 millions de dollars dans ces entreprises. Alors, bon, on est porteur minoritaire. Hein. Et puis, bon, on s'intéressera aux critères ESG. Et on a un taux de retour tout à fait compétitif. Et je pense que chacun d'entre nous pourra vous dire que appliquer beaucoup se concentrant avec une grande rigueur sur les questions ESG nous permettra de générer un meilleur retour qu'en ne se concentrant pas sur ces critères ESG. Merci beaucoup, Paul. De 1982 à nos jours, vous avez travaillé dans tout ce monde. Pourquoi avez-vous choisi cela? Il y a une bonne raison à cela. Les PME coulent de sens dans les sociétés qu'on étudie. Ce sont juste des affaires tout à fait ordinaires. On travaille entre 50 à quelques millions. On peut investir d'abord 50 000 dollars. Si l'investissement est rentable, on peut investir un peu plus et on peut dire au deuxième stade entre 500 et 2 millions. Ce sont des accords viables du point de vue commercial en Afrique. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça coule de sens. Ce sont des capitaux de croissance, des capitaux qu'on ne peut pas obtenir en Afrique. On peut avoir des taux d'intérêt de 40%, 3 semaines, 6 semaines, qu'il faut renouveler, des prêts à renouveler. Si on peut le faire, si on peut se le permettre pour des capitaux, des fonds de roulement pour travailler. Mais on ne peut pas construire d'usine ou investir dans quelque chose qui prend un peu de temps. Ça, c'est le capital que nous fournissons. Et nous fournissons le capital parce que nous avons de longues années d'expérience d'investissement dans les PME. Et qu'est-ce qu'on a fait pour que ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, on a fourni de la dette, on fournit des capitaux dans des entreprises qui ne s'intéressent pas beaucoup à leur structure, aux effets de levier. On investit avec plusieurs investisseurs. On n'est pas de banque avec qui faire du levier. C'est nous qui prêtons, qui apportons ce levier à l'entreprise. On leur apporte du cash, du liquide, des liquidités. On reste porteur minoritaire. On fournit environ 20% de fonds et 80% de dettes. Comme l'a dit Jean-Michel, il y a une autre chose. On est un catalyste, un moteur pour l'économie pour plein de raisons. Je ne veux pas rentrer un peu plus là-dedans. Et ensuite, nos investisseurs sont surtout des investisseurs privés. Donc, ce sont des entrepreneurs qui ont eu un succès, qui ont construit, qui ont vendu des entreprises et ils savent exactement ce que c'est. Alors, ça veut dire que notre modèle entrepreneurial les apprécie. Et vu qu'ils ont fait fortune, ils veulent investir leur portefeuille dans quelque chose en Afrique. Et le fait qu'ils investissent en Afrique, c'est tout l'impact que nous leur offrons. On dit c'est un accord correct, on a un retour correct, on ne sait pas quel est le retour commercial, mais bon, c'est un retour correct, juste. Et en plus, on investit dans ce qu'on s'appelle des services de base pour le développement des marchés émergents et les pays émergents, c'est-à-dire la santé, le logement, la construction, l'éducation, les écoles privées et les énergies propres. Et ça aussi, c'est l'argument commercial, c'est-à-dire que ces services vous apportent un fort retour et on a besoin de tous ces services. Et s'il y avait un inconvénient, on en a vu au Ghana où on a investi il y a peu. C'est toujours quelque chose de très essentiel. Les gens ont besoin de logement, d'éducation, d'énergie et de soins de santé. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ça.
Laurine, maintenant. Pourquoi avez-vous décidé de quitter Proparco et de créer votre propre entreprise? Qu'est-ce que vous faites différemment? Désolée, maintenant il va falloir que je passe au français. Je pense que ce sera plus facile pour moi. Donc, excusez-moi, je vous prie, demande au reste du panel d'accepter toutes mes excuses. Parce que comme vous l'avez dit, donc l'équipe qui a créé Amétis, c'est une équipe qui vient de Proparco. Et donc, l'impact investing, en fait partie de notre ADN. La différence, c'est que nous avons choisi de le faire un tout petit peu différemment. Premièrement, en nous concentrant sur le continent africain. Donc nous sommes un fonds d'investissement qui n'investit exclusivement que sur le continent. La deuxième chose, c'est que je dirais qu'à la question est-ce que nous choisissons l'impact ou le return, je dirais que nous choisissons les deux et que nous nous définissons donc comme des investisseurs responsables de long terme pour le continent. Et comment faisons-nous de l'impact? Je dirais par 5 critères. Le premier critère est que nous apportons de la ressource de long terme sur un continent qui est marqué en fait par une rareté des ressources à long terme. La deuxième chose est qu'en fait nous sommes très flexibles dans le type d'instruments que nous apportons, tout comme d'autres personnes de ce panel. Nous investissons en dette, en equity et en quasi-equity. Et vraiment, la clé de notre approche est de fournir des instruments qui définissent et qui répondent aux besoins particuliers des entreprises dans lesquelles nous investissons. La clé de notre stratégie d'investissement est vraiment d'accompagner des entrepreneurs sur le long terme dans la consolidation de leur positionnement stratégique, dans leur expansion, qu'elle soit régionale ou locale. L'objectif est que notre activité, notre stratégie contribue à la création, à l'émergence et à la consolidation de champions locaux régionaux pour le continent. Pour nous, c'est le premier critère d'impact. C'est la raison pour laquelle nous avons une stratégie d'investissement qui est exclusivement minoritaire. Notre objectif est vraiment de nous inscrire dans l'accompagnement et dans le long terme. Et je dirais que quand bien même nous avons cette approche, nous nous assurons que notre politique d'investissement respecte des critères ESG qui sont aussi très particuliers, dans la mesure où chaque investissement que nous faisons s'accompagne de due deals qui sont très, très poussés sur l'impact que l'activité de notre société cible a sur son environnement, afin d'identifier les faiblesses dans son approche vis-à-vis de son environnement et vis-à-vis de l'environnement social, et que nous mettons en place des plans d'action. Donc nous sommes vraiment dans l'institutionnalisation de la gouvernance, dans la création de champions nationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'accompagnement de manière flexible de financement sur le long terme. Et je dirais que la quatrième originalité qui nous permet de nous définir comme des investisseurs à impact est le fait que nous permettons aux institutions locales qui sont très liquides de réinvestir elles-mêmes dans le tissu économique des pays dans lesquels elles sont basées, car nous avons créé en fait un véhicule qui est dédié donc à une zone qui s'appelle la zone UEMOA, qui s'appelle Amétis Ouest Africain, et dont l'objectif est de drainer de l'épargne à long terme pour la réinvestir dans le tissu local des pays, des sociétés privées des pays de cette zone-là. Donc nous sommes des investisseurs responsables de long terme, et pour nous l'impact se définit de plusieurs manières, mais est avant tout un critère qui est flexible et qui doit répondre à des particularités des sociétés dans lesquelles nous intervenons. Merci. À présent, nous allons avancer dans notre débat. Vous avez entendu une présentation de chacun de nos intervenants. Et à présent, on sait que la finance fait partie de ces investissements, mais forcément. Mais comment peut-on réconcilier la finance et l'impact social environnemental dans ce processus? Alors, on peut parler de filtre, de filtrage des affaires que vous considérez et des due diligence. Vous avez parlé, Laurine, vous avez expliqué que vous étiez actionnaire minoritaire et l'importance de due diligence, de la due diligence des managers que vous sélectionnez. Est-ce que vous pouvez nous en parler de manière très concrète, la différence entre vous et un investisseur de private equity traditionnel en matière de due diligence? Alors, peut-être, pour vous donner quelques éléments de contexte, aujourd'hui, Sarona a investi dans 7 fonds africains. On parle d'Afrique subsaharienne et du nord de l'Afrique. Donc, 7 fonds qui ont mis à disposition, ou qui sont en train de le faire, c'est un processus qui est encore en train de se faire, 640 millions sur le continent. Aujourd'hui, il y a 52 entreprises qui ont reçu des fonds propres
Et Sarona, l'engagement général par rapport à ces 7 fonds est d'environ 20 millions de dollars. Donc notre ticket d'entrée par rapport à ces fonds est en augmentation puisque la moyenne est environ de 8 à 10 millions de dollars. Donc on investit bien dans les fonds, comme Sovec ou Moringa, entre autres. Et Amethyst également, bien que Amethyst c'est bien trop gros pour nous, puisque nous, on se concentre sur des fonds beaucoup plus petits pour des affaires plus petites. Donc, quelle est la différence dans la manière dont nous gérons la due diligence et la manière dont les GP font la due diligence? Eh bien, ce sont les défis, parce que clairement, on est en arrière par rapport à l'entreprise. On est un pas en arrière. Ce qui est très important pour nous, c'est de passer du temps avec le GP ou le commandité, pas pour une analyse en termes de quantité du passé, mais plutôt de passer du temps avec ces personnes-là dans leur bureau et de rendre visite aux entreprises auprès desquelles eux-mêmes ont investi par le passé, pour s'assurer en fait qu'il y a quelque part il y a une partie de l'ADN du fonds qui nous conforte et qui nous explique que finalement on va avoir cette même éthique, cette même morale, ces mêmes valeurs environnementales, sociales, qui seront considérées comme une priorité pour eux comme pour nous et qui seront effectivement favorisées au sein des entreprises qui reçoivent de l'argent. Ceci peut se faire exclusivement en passant du temps auprès des personnes. Bien souvent, on reçoit des présentations, des PPT, des rapports, etc., avec des déclarations absolument fantastiques sur l'importance accordée à des questionnaires ou toute une liste de mesures, d'opérations, de quantité, de mesures, etc. Et puis, on va sur place et puis on se rend compte que finalement, ils ne passent pas à l'action. Et je pense que cet élément-là est clé. Mais qu'est-ce qui se passe si vous vous rendez compte qu'ils ne passent pas à l'action? Est-ce que vous êtes retiré d'affaires? Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe lorsqu'une entreprise que vous étudiez, que vous considérez, viole un petit peu ces principes-là qui sont importants. C'est un processus assez difficile. C'est douloureux pratiquement parce que il y a eu 2 exemples où effectivement on avait un accord. Et entre la signature et la mise en œuvre, on a découvert que les choses étaient un peu différentes et on a arrêté l'affaire totalement. Et on a perdu des dizaines de milliers de dollars. Donc, c'est des coûts perdus sur ces affaires. Et c'était pour un hôpital, en fait, que le considérait avec une stratégie qui s'attachait à la qualité. C'est quelque chose qui nous intéresse, hein, puisqu'on n'investit pas sur des hôpitaux traditionnels, mais plutôt des choses de très haute qualité. Et en fait, l'idée était c'était pour une maternité, une clinique, pour un groupe de personnes particuliers. Et in fine, on s'est rendu compte que l'entrepreneur n'allait pas respecter ses engagements. Et lorsqu'on a posé des questions, en fait, bien au-delà de la due diligence, on est devenu de plus en plus convaincu que les questions éthiques, morales ne seraient pas respectées. On a donc laissé tomber. Effectivement, c'est difficile. Vous avez parlé de plan d'action. Comment est-ce que vous incorporez, intégrez tous ces principes dès le début dans les plans d'action, dans vos plans d'action? Et est-ce que vous aussi, vous avez dû renoncer à certaines affaires? Alors, effectivement, c'est un processus qui est très long et qui repose sur plusieurs étapes. La première chose, je dirais que la clé, c'est de construire vraiment une relation particulière et de confiance avec les entrepreneurs dans lesquels nous investissons. Lorsque nous sommes minoritaires, cela veut dire que nous sommes choisis quelque part et que nous allons sur le long terme avec cet entrepreneur, avec cet actionnaire. Donc la première chose, c'est de comprendre son environnement et donc de faire une due diligence de l'impact environnemental et social de l'activité de cette entreprise sur son environnement. Cette due diligence aboutit à un action plan, donc à des actions et des mesures qui doivent être entreprises pour corriger cet impact néfaste qu'a l'activité de l'entreprise sur son environnement, ainsi qu'améliorer certaines pratiques sociales. Cet action plan va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous l'incorporons, nous l'attachons à la documentation juridique que nous signons avec cet entrepreneur
qui est actionnaire majoritaire. Ce qui veut dire qu'il endosse et qu'il fait le choix de le mettre en place, certes sous un certain délai, mais qu'il doit le mettre en place. Et nous ajoutons en fait des mesures punitives afin de l'inciter quelque part à les mettre en place. C'est-à-dire que nous avons des mécanismes juridiques qui nous permettent quelque part de sortir de cette société. Des fois, ça peut se matérialiser par un vrai divorce s'il n'y a pas de respect de ces critères environnementaux et sociaux qui sont importants pour nous. Mais à la fin de la journée, j'insiste sur le fait que le plus important, ce n'est pas de forcer l'entrepreneur ou la société à mettre en place ces critères et ces mesures, c'est de lui faire comprendre l'importance pour lui, pour son activité et à la fois pour son positionnement compétitif de son acceptation et de sa mise en place. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement, dans un monde où toutes les sociétés, quasi tous les secteurs sont financés par des DFI, des institutions financières de développement, qui elles-mêmes appliquent les best practices dans leur activité. Donc c'est dans l'intérêt d'une banque, c'est dans l'intérêt d'une société, qu'elle soit dans un secteur privé, de toute façon de respecter ces standards internationaux parce qu'elle n'y échappera pas. Et c'est également dans son intérêt d'avoir un effet vertueux sur l'ensemble de l'activité de son secteur pour que de chaîne et de fil en aiguille, il y ait un impact sur l'intégralité de la chaîne. Donc je dirais que cet effet multiplicateur qu'on impose quelque part ne doit pas être vécu comme une contrainte. Et la clé de l'impact investing, c'est de le faire comprendre comme une obligation, mais nécessaire et vertueuse pour l'activité de l'entrepreneur et de la société. Oui, c'est formidable. On parle de valeur ajoutée. Martin, vous nous parlez de valeur ajoutée justement après la due diligence, après les plans d'action. Quelques exemples peut-être, parce que l'agroforesterie est un sujet important, mais on ne sait pas effectivement ce que ça veut dire, l'investissement d'impact. Alors, vous avez parlé de la certification, etc. Donnez-nous quelques exemples concrets. Comment est-ce que vous intégrez ces valeurs, cette valeur ajoutée? Oui, en effet, merci. Moringa travaille avec, dans des petits associés dans le domaine du nucléaire, propriété nucléaire. Et les petits détenteurs ont des profils très divers, de tout petits éléments, de tout petits entrepreneurs, des individus et jusqu'à des opérateurs plus importants. Ça dépend du pays, du continent également. L'Afrique, c'est pas l'Amérique latine, évidemment. Alors, ce que l'on fait pour intégrer cet impact à un niveau très local, eh bien, plusieurs choses. D'abord, on a des projets nucléaires par rapport au marché. Si vous demandez une certification comme le commerce équitable ou bio, certification bio ou autre par rapport à votre projet, ben vous pouvez effectivement avoir un accès à un marché premium, plus que local encore, ce qui n'est pas forcément facile d'accès. Donc, il y a des avantages qui sont liés au marché qui sont produits. Puis, il y a également le renforcement des capacités et la formation, qui sont des éléments clés et qui peuvent être améliorés pour s'assurer qu'au niveau local, l'approche est bien comprise, les bons matériaux sont fournis. C'est également important pour les petits détenteurs de capitaux, d'avoir les bons matériaux, matériels, et avoir le bon niveau de productivité et de résultats attendus. L'accès également au savoir, méthode de financement, la compréhension de la valeur commerciale que l'on peut déduire des arbres, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui permettent d'intégrer cet impact et d'améliorer les revenus au niveau local et à un niveau assez modeste. Mais rapidement, Pat, sur la question des filtres, un petit exemple également sur la moyen dont on filtre nos affaires au début du processus. Alors, il y a un exemple social que je pourrais vous donner. Récemment, on a vu une affaire en Afrique de l'Ouest avec un produit de la terre avec 600 hectares. Et ça s'appuie sur une propriété qui, en fait, appartenait à une entreprise dans les années 70-90 avec des contextes sociaux différents. Et puis, ça a appartenu au gouvernement local dans le pays. Et les circonstances, en fait, du pays étaient liées à la guerre civile dans ce pays, dans les années 90. La conclusion, c'est que en réanimant cette même plantation,
en incluant des dimensions sociales qui ressortaient du passé, on a dû laisser tomber l'affaire. Alors, on peut vous donner quelques... Voilà, c'est des exemples dans la manière dont les éléments sociaux entrent en cours. Si la situation est trop complexe, alors on va demander peut-être à mener plus de recherches pour essayer de bien comprendre s'il y a des problèmes au niveau social ou pas. Et effectivement, bien. Bon, alors, les sorties. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées. C'est quoi une sortie responsable, puisqu'on travaille dur, il y avait l'étape de due diligence, la création de valeur, l'intégration de ces mesures de valeur dans les entreprises. Et puis là, il faut vendre. C'est le moment de vendre. Alors, comment est-ce qu'on peut se protéger? Laurine, je pense que vous avez utilisé des protections d'origine légale, juridique. Legal protection. La première chose, c'est que de toute façon, c'est un processus, l'acceptation de ces critères est un processus. Donc, si je vous donne un exemple tout concret, nous avons réalisé un investissement il y a à peu près 2 ans dans une société de distribution de gaz et de pétrole en Côte d'Ivoire qui s'appelle Petro-Ivoire. Effectivement, cette société a une activité qui a un impact certain sur l'environnement, mais également sur les populations environnantes dans les sites de production. Donc cet investissement a débouché sur la mise en place d'une politique environnementale et sociale. Et cette politique a été gravée dans le marbre, donc dans l'ADN de la société, ce qu'on appelle les statuts. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où cette politique est acceptée dans les règles de fonctionnement même de la société, il lui est très difficile de s'en défaire, à moins que le nouvel actionnaire arrive et change complètement cette manière de fonctionner. Et là, on arrive à notre deuxième avantage, le fait qu'encore une fois, nous soyons minoritaires. Donc, le soutien et l'endossement de cette politique par les actionnaires majoritaires est le seul moyen de faire en sorte que la sortie permette de protéger ce que nous avons mis en place. Encore une fois, il ne faut pas que tout ce débat et toutes ces procédures soient vécues comme une obligation, comme un carcan dans lequel les sociétés s'enfoncent. À partir du moment où ces mesures sont voulues, comprises, acceptées, assimilées, elles font partie du nouveau mode de fonctionnement de la société et quel que soit le nouvel investisseur sur lequel nous sortons, nous pouvons nous assurer du fait qu'elles restent. Et la dernière chose, je dirais que bien sûr, nous n'avons pas encore réalisé d'exit à Amétis, mais si je prends l'exemple du passé et il est fort à parier que la manière dont nous opérions chez Proparco se reproduira chez Amétis, nous choisissons des partenaires, même à la sortie, qui s'inscrivent dans la philosophie globale d'investissement de nos partenaires, parce qu'il est important qu'il n'y ait pas de rupture et que notre sortie ne soit pas vécue comme un divorce. Thank you. And Paul, Merci. Paul, je sais que vous êtes sorti en partie de plusieurs affaires. Peut-être pourriez-vous nous expliquer comment cela vous permet effectivement d'inclure toutes ces valeurs? Oui. Par rapport à ce que disait Laurine, l'impact que nous essayons d'avoir et l'avantage compétitif par rapport aux entreprises dans lesquelles nous investissons sont importants. Donc, un acheteur serait vraiment bête de renoncer à cet avantage compétitif. Juste un exemple, nous avons investi dans des écoles qui fournissent le programme local, y compris l'enseignement des langues locales. Et la mesure de l'impact, c'est que, bien sûr, il faut qu'il y ait un diplôme pour les étudiants, ça c'est évident, mais ce n'est pas le problème. Est-ce que, par la suite, ces étudiants peuvent choisir l'école qu'ils souhaitent rejoindre? Et la réponse est oui. Donc, c'est ainsi qu'on mesure la qualité de ces projets. Pour ce faire, il faut payer les professeurs et leur donner un salaire décent. Donc, ça, c'est des coûts supplémentaires. Et la tendance est de ne pas les payer suffisamment. Donc, forcément, ils vont se mettre en arrêt maladie ou chercher un autre emploi. Donc, il faut bien comprendre que les propriétaires comprennent que payer un salaire décent, c'est aussi une forme d'accroître la motivation de ces personnes pour avoir des bons étudiants in fine. C'est bien ce qu'on fait. Et ça fait 3-4 ans, même si notre projet est sur 5 ans, nous avons vu que une fois que les choses fonctionnent bien, le propriétaire suivant ne voudra même pas remettre les choses en cause. Donc, on a commencé à sortir d'une certaine affaire. 80% de nos investissements sont des dettes. Donc, finalement, on voit que l'argent nous revient
Et nous avons rappelé 85-90% de nos fonds actuels. Donc, on a commencé à réinvestir cet argent. Et nous avons fait deux choses. D'abord, il faut donner de la confiance aux investisseurs, expliquer qu'on peut assurer, être à la hauteur de nos promesses. Et donner des instruments. On peut expliquer à l'entrepreneur que la dette se restructure, ce n'est pas un problème, mais que le retour sur investissement n'est pas important, c'est également la relation. Nous n'avons que peu de temps, mais je pense que sur la question des preuves, nous avons besoin de plus de sorties, de plus de fonds, de financement et d'informations et de preuves en termes d'impact social et environnemental et financier. Je suis très heureuse de dire que nous avons rédigé un communiqué de presse il y a 2 semaines. Notre association a donc mis sur pied ce communiqué de presse pour avoir une base de données rigoureuse, globale, avec les accès entre les évaluations d'entrée, les preuves de cette valeur ajoutée également. Donc pour la première fois, nous allons pouvoir voir en détail la quantité et la qualité du travail accompli et commencer à tester certaines hypothèses sur la manière dont on peut conduire cette valeur dans l'investissement d'impact. Je vous encourage à tous à revenir vers moi ou à mes autres partenaires pour nous donner vos propres données, y compris nos intervenants aujourd'hui, puisque plus nous aurons de fonds et de données, plus cette base de données seront robustes. Est-ce que nous avons encore un peu de temps? 15 minutes? 15 minutes. Ah, vous êtes très généreux. Voilà. Alors, nous allons aller de l'avant et parler de la mesure. On aura une autre présentation sur la mesure, mais il y a des coûts associés à la mesure. Et on parle de confiance et tout ça, vous avez bien dit ça, mais anecdotiquement et quantitativement, parlez-nous des mesures qui importent. Lavina, je vous regarde parce que je sais que vous avez des mesures sur votre site. Comment les avez-vous choisies? Comment coûtent-elles? Merci. Je voudrais juste prendre 10 minutes. Vous avez parlé de l'étude que vous avez demandée à Wharton. Et à Sarona, nous avons fait une étude semblable. Mais nous avons pris 10 commanditaires qui étaient tout en haut. Et nous avons un peu vu les investissements que ces commanditaires, ces GP, avaient fait entre 2002 et 2012. Ils avaient investi 123 fois. Ce n'est pas juste en Afrique, hein, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Et nous avons décidé de sauter à pieds joints. Nous avons demandé à chacun de ces commanditaires pourquoi ils avaient investi dans l'entreprise dans laquelle ils avaient investi, combien avaient-ils investi, pourquoi étaient-ils sortis, où étaient-ils allés et quel était leur retour. Et bon, je vois bien que je suis dans un cabinet d'avocats, alors nous ne sommes pas en train de lever de faux. Hein. C'est nos propres études intérieures, nos propres sources, nos études internes et nos sources. Alors je n'irai toujours avoir dit ce que je viens de dire. Mais bon, sur ces 10 GP, 35 fonds, 123 entreprises. Les GP ont investi $1 milliard. Ils avaient sorti environ $1 milliard. Ils avaient encore $1 milliard sur le terrain. Et la croissance IRR était de 19,5 et le retour était de plus de 12. C'est possible, donc. Ça, c'était les 10 GP qu'on a trouvés. On les avait sélectionnés d'un univers bien plus étendu. Mais j'ai toujours eu des préjugés. C'était une sélection des GP qu'on aimait bien. Alors, si on veut un univers plus large, plus représentatif, j'imagine que ce serait plus représentatif, peut-être différent. Pour les mesures et le coût des mesures, qu'est-ce que vous essayez de faire? Une des choses qu'on voit dans l'impact, c'est mis à part
la valeur ajoutée, l'intention, il y a la question de la mesure. Et c'est difficile, c'est vraiment très, très difficile. Il y a un équilibre à trouver entre la mesure de l'impact et nous sommes un fonds et laisser le GP faire ce qu'il a à faire. Aider l'entreprise à croître, bien croître, pour qu'il puisse sortir au point le plus haut. Donc, on essaie de fonctionner de la sorte. On a sélectionné 35 mesures IRIS. Je ne sais pas combien d'entre vous savent que Jean travaille également avec GEARS et IRIS pour noter les investisseurs et également avoir un investissement pour voir comment se développent les choses. Bon, nous en sommes au début, bien entendu. Quand on mesure ces mesures, ce n'est pas juste le quand. On veut connaître l'évolution au fil du temps. Est-ce que le capital que nous avons investi dans ces économies, dans ces entreprises, est-ce que ça améliore les choses? Est-ce que ça améliore la situation? Alors, comment avons-nous choisi ces 33 mesures en tant que fonds et un fonds multisectoriel? On a exclu certains secteurs, on n'allait pas faire les mines, tout ce qui était mauvais, nuisible, était exclu. Mais pour mesurer l'impact positif, comme nous sommes tellement diversifiés, on doit prendre des mesures qui sont pertinentes pour toutes nos entreprises. Donc, on a vu la gouvernance dans le sens où quelles sont les étapes qui ont été prises pour s'assurer qu'il y avait bien un conseil. Est-ce que c'est un conseil diversifié? Est-ce qu'il est indépendant? Combien d'hommes? Combien de femmes? Les équipes de cadres, les emplois créés, mais pas juste des emplois. Quelle qualité d'emploi? Quels sont les bénéfices supplémentaires appliqués à ces emplois? Les impôts? Est-ce que cette entreprise paie des impôts? Les pratiques professionnelles, le travail des enfants. Donc, il y a toutes sortes de mesures qu'on évolue au fil du temps. Et ça fait partie de notre accord avec le GP. On demande au GP de nous faire un rapport annuel à ce sujet. Maintenant, merci beaucoup. Je sais qu'il y a sans doute des questions brûlantes du public. J'ai tellement d'autres questions pour les membres du panel. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Quelqu'un dans le public? Vous posez des questions? Non, bon, on va continuer. Bon, alors la question des mesures. Je pense que 33 mesures, c'est trop, personnellement. Je voudrais, en fait, pouvoir passer à moins de 5 mesures, les mesures les plus importantes. Nous avons moins de mesures, mais nous avons l'avantage d'être des investisseurs bien spécifiques. On en compte entre 5 et 6, c'est des choses très essentielles. Combien d'emplois nous créons? Combien de familles profitent des investissements de Moringa, combien d'hectares, combien d'hectares d'agriculture durable, combien de séquestration de carbone, etc. Mais c'est lié à la question de la sortie dans une certaine mesure, parce que si à la fin de l'implication, si Moringa n'a pas réussi à communiquer ce que nous faisons du point de vue ESG, comme on le fait depuis toujours sur les points de vue financiers, on a échoué. Il faut qu'on puisse communiquer quelque chose de clair pour les acheteurs potentiels. Je pense que ce sont des réponses très pratiques, très pragmatiques. Maureen. Oui, bien sûr, nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, bien sûr, tout est une question de reporting. Donc, nous envoyons des questionnaires à nos sociétés dans lesquelles nous avons investi. Et je pense que, vu que nous avons une stratégie d'investissement qui est multisecteur, nous devons de répartir ces critères en fonction des secteurs. Je vais commencer par le secteur financier. C'est beaucoup plus simple, en fait. Pour nous, l'idée de savoir le nombre de comptes, par exemple, qui ont été ouverts, le nombre d'agences dans des zones rurales qui ont été ouvertes, le nombre de femmes qui ont bénéficié de financement, le nombre de SMEs qui ont bénéficié de financement, quelle était la taille
de ces financements pour des SMEs, quelle est la taille moyenne des entreprises dans le portefeuille de la société, quels sont les différents secteurs d'activité. Tout ça sont des composantes qui nous permettent d'analyser l'impact dans un secteur particulier qui est le secteur financier. Dans les secteurs comme les secteurs de la consommation, je dirais que nous avons des critères de mesure d'impact beaucoup plus classiques, donc le nombre de nouveaux emplois créés, le nombre d'employés qui suivent des formations, le nombre de la répartition de la force en fait ouvrière, je dirais, par gender, donc le nombre de femmes, le nombre d'hommes, l'âge moyen et l'impact du financement sur l'amélioration de chacun de ces critères-là. Mais ce qui est vraiment clé, encore une fois, en dehors de mesurer certains impacts, c'est de bien comprendre comment l'activité de l'entité en elle-même s'améliore au fur et à mesure de la mise en place de ces pratiques. Et je prendrai un exemple tout simple, un exemple que nous avons fait dans une banque donc au Ghana qui s'appelle Fidelity Bank, qui était une banque a priori se concentrant sur le corporate et donc le haut de la classe moyenne ghanéenne. Nous avons amené la banque en fait à développer des modes de création de comptes pour des petites gens. Donc nous l'avons amené à développer en fait des critères de financement des populations rurales en ouvrant un compte qui s'appelle le Smart Account et qui peut être ouvert en 1 minute et ce qui lui permet en fait massivement de bancariser en fait des populations ghanéennes qui n'avaient pas accès à des comptes bancaires et qui n'étaient pas dans des villes. Donc aujourd'hui concrètement, nous pouvons dire que depuis notre entrée dans cette banque a pu ouvrir 300 000 comptes à peu près via une population qui est extrêmement rurale et qui était sortie de la bancarisation. L'activité de cette banque a permis de bancariser 3% de la population ghanéenne, ce qui est énorme. Et pour nous, c'est un impact qui est beaucoup plus important que de mesurer le nombre de nouveaux emplois créés ou le nombre de femmes dans une entreprise. C'est du concret et c'est ce qui est matériel pour nous. Thank you. And you mentioned, Paul, Merci. Paul, vous disiez que le choix de l'école est très difficile à mesurer. Je voulais juste dire au public qu'on a conscience des coûts, qu'on essaie tous de trouver des mesures qui importent, mais c'est très difficile à comparer. Le bénéfice de l'éducation d'un enfant par rapport au bénéfice de sauver la vie d'un enfant par des investissements dans la santé. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que les défis développent leurs propres mesures, il y a également le coût de la mesure. Des tests aléatoires sont très chers. Je pense que le TGPAL de l'MIT est très bon, mais c'est très cher. S'il y a de faux indicateurs positifs, ça prend du temps, etc. Donc, il faut vraiment qu'on se concentre tous sur les mesures clés, sur la mesure, les accords entre le GP et les LP. Donc, on aura les preuves d'ici peu. On aura des données d'ici peu. Bon, nous sommes maintenant à court de temps. Je voudrais remercier cependant les panélistes, non seulement pour ce qu'ils ont dit aujourd'hui, mais aussi pour ce qu'ils ont fait. Il y a tellement de conférences dans le monde entier où on parle beaucoup, mais ces gens investissent pour des vraies personnes, 2,7 millions de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Ils investissent pour ces gens. C'est pour eux et tous ceux d'entre vous dans le public qui investissent dans l'impact. Je vous remercie et je vous félicite pour ce que vous faites. Merci beaucoup.